Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau format, une FAQ data, aujourd'hui avec nos leads data qui sont présents. Donc pour vous présenter un petit peu qui il y a dans la communauté data, évidemment, il y a l'ensemble des consultants d'Exia, mais il y a aussi des personnes qu'on appelle des leads qui vont porter des projets, porter des sujets aussi toute l'année, des sujets de meet-up. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont là aujourd'hui, pour répondre à toutes vos questions que vous posez sur le domaine de la data. On a Nabil qui n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, qui a participé à la construction de cette FAQ. On a Gaëtan qui est avec nous, aujourd'hui présent. On a également, Sébastien qui est avec nous. On a Thierry et on a Oussama qui est là, aujourd'hui également, et on a également Loïc, qui est basé à Bordeaux, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui a également participé à cette FAQ. Juste pour faire un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas très bien, les communautés, on a plusieurs formats toutes les semaines, en ligne ou en présentiel dans les agences, et vous pouvez trouver tous les sujets directement sur Vamos, dans l'onglet événements, mais également sur le site web et sur le Slack directement des communautés métiers. Et donc aujourd'hui, on est avec la communauté data. Et pour vous expliquer un petit peu le format d'aujourd'hui, on a récolté quelques questions que vous avez posées via un Gform. L'idée, c'est d'y répondre aujourd'hui. Elles ont été préparées, mais évidemment, si vous avez d'autres questions, que vous vous posez, que ça soit il n'y a pas de questions bêtes, donc vraiment, si c'est des questions simples, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez les poser dans le chat directement ou alors dans l'onglet questions, et on y répondra au compte-gouttes quand vous avez une question. On a classé un petit peu, des thèmes dans cette FAQ. Donc voilà, n'hésitez pas à poser à n'importe quel moment et on y répondra avec, grand plaisir. Et bien, je vous propose de démarrer cette FAQ par, le thème général, donc là qui regroupe, l'ensemble du domaine de la data avec des questions, plus généralistes. Et la première question, c'était: qu'est-ce qu'on met derrière le terme big data? Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? Bonjour à tous d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre derrière ce terme? Big data, déjà, si on prend les mots un par un, c'est big data, donc beaucoup de données, hein, faut se dire ça. On a introduit ce terme quand on a vu qu'on avait un volume de données si important qu'on ne pouvait pas le stocker à un seul endroit. Si vous voulez un exemple, prenez un peu la base de Google. Là, je vous ai mis 1 milliard de téraoctets. Autant vous dire, trouver un stockage qui stocke tout ça, c'est pas simple. Et surtout, s'il faut chercher dedans, une seule machine ne peut pas vraiment suffire. C'est pour ça que dans Big Data, on parle beaucoup d'architecture distribuée, c'est-à-dire on va répartir tout ça, toutes ces données, tous ces traitements sur plusieurs machines. Et donc les technos qui ont été développés pour un peu mettre en place tout ça, on a les bases NoSQL, il y a Spark, Hadoop et tout un tas d'autres technologies sur lesquelles je ne suis pas forcément spécialisé, mais que je connais quand même de nom. Donc voilà, c'est ça un peu Big Data, à quoi ça peut s'opposer. Par exemple, Oracle, sur un thème que je connais très bien, Oracle n'est pas vraiment Big Data, parce que si déjà quand on monte à quelques téraoctets, ça commence à être un petit peu compliqué sur une architecture avec une seule machine. Voilà, ça s'oppose un peu à ça. Donc j'espère avoir répondu à la question pour la personne qui se l'a posée. Merci Thierry. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si jamais vous voulez, plus, d'informations. On passe à la question suivante: quel métier intervient à quel niveau de la chaîne? Alors, Alors, bonjour à tous. bonjour à tous. C'est vraiment une bonne question, déjà, si je me permets. Euh, parce que vraiment, il y a tout un tas de métiers data. Et généralement, les gens ne connaissent pas, on va dire, les vraies missions dans les détails. Donc, déjà, tout d'abord, pour commencer, c'est vraiment la production des données, où on commence, on va dire, à alimenter nos bases de données. Donc, on a des développeurs back-end ou des ingénieurs IoT, c'est l'intelligence technologie. Euh, et en vrai, le métier consiste à générer des données de la source vers un endroit de stockage. Donc, on a vraiment des capteurs qui sont, par exemple, si je donne un exemple, dans des machines, dans des usines. Donc, voilà, il y a des capteurs dedans qui eux, on va dire, transmettent
les données, enregistre les données et par la suite, on va les transmettre. Et c'est les ingénieurs IoT ou les développeurs qui font ce travail. Par la suite, on a l'ingestion, le stockage et le traitement. C'est vraiment des métiers très connus. Généralement, c'est des data engineers ou bien dans le contexte du cloud, c'est des cloud architectes. Voilà, ils font tout ce qui est collecte, ingestion dans le cloud, tout ce qui est migration aussi. Il y a aussi cet aspect de préparation, de processing et de nettoyage de données. Après, on va dire un métier qui est très axé vers le domaine de la banque pour assurer un peu la qualité des données et la sécurité des données quand il y a beaucoup de conformité, des normes de RGPD. Voilà, on appelle ça des chief data officers ou bien des data managers. Voilà, qui respectent un peu les règles de qualité, la conformité RGPD et la sensibilité des données personnelles. Par la suite, on va dire, le fameux métier data analyst ou bien BI analyst, qui lui, voilà, il récupère la donnée préparée par tous ces gars-là et voilà, développe des dashboards, des visuels sur des outils comme Power BI, Tableau, pour donner de l'insight à la donnée. Par la suite, il y a tout ce qui est machine learning et analyse descriptive. Donc voilà, c'est généralement des data scientists, eux qui vont au-delà de tout ça pour voilà, développer des algorithmes pour pouvoir, on va dire, prédire des tendances dans le futur, des anomalies, enfin voilà, de la fraude dans le domaine de la banque, etc. Et finalement, un nouveau métier, on appelle ça enfin, soit un cloud architecte ou un FinOps analyst, qui lui gère toute une infra cloud sur Azure, sur Amazon par exemple. Et l'idée, c'est voilà, de suivre tout ce qui est coût. Et l'idée, c'est de trouver enfin, des méthodologies pour voilà, optimiser tout ce qui est consommation des coûts. Merci beaucoup Oussama. N'hésitez pas si vous avez, d'autres questions de manière, générale. Marie-Pascale nous dit: «Ça bug, je ne sais pas si c'est juste moi». Alors de notre côté, normalement, c'est OK. N'hésitez pas à nous dire si quelqu'un d'autre, a des soucis. Hésite pas à réactualiser, Marie-Pascale, si jamais, peut-être que c'est via le réseau ou le chargement de la page, mais normalement, c'est tout bon. On passe à la question suivante qui était sur, l'intelligence artificielle, donc l'impact et l'utilisation de l'IA dans le domaine de la data, donc de manière générale et donc c'est Gaëtan qui va pouvoir nous parler de tout ça. Hop, oui, bonjour à tous. Ouais, du coup, voilà, j'aimerais faire le petit focus sur l'IA. Bah, du coup, les impacts et l'utilisation. Qu'est-ce que l'IA apporte dans le métier de la data? Alors déjà, il y a, on va dire, une évolution slash création de nouveaux métiers. On en parlait juste avant, les métiers par exemple de data scientist, de ML engineer, c'est savoir préparer la donnée, la transformer d'une manière à ce que ça alimente des données, pardon, pas des données, des modèles d'intelligence artificielle. C'est plus juste de la donnée euh, pour faire des KPI, si je peux le dire comme ça, pour un regard humain sur la question, c'est derrière voilà, entraîner des modèles, ce genre de choses, c'est des modèles d'IA. On a aussi le métier de prompt engineer, qui, avec l'arrivée de l'IA générative, ChatGPT, Gemini, c'est devenu une skill à part entière que de savoir communiquer avec des IA, faire un beau prompt, donc du contexte, des exemples, formuler une bonne question pour avoir des interactions toujours plus pertinentes avec ces nouvelles IA. Ensuite, l'IA, ça renforce le côté indispensable de la data. Enfin, on a tous cette image en tête comme quoi la data, c'est devenu la ressource numérique du 21e siècle. Sans IA, sans data, on ne fait pas d'IA. Donc ça renforce ce côté indispensable, bien entendu. Et dernier point, ça fait évoluer un peu l'IA, elle fait évoluer les législations. Alors, c'est des choses qu'on entend plus, enfin, qu'on commence à voir surtout aux États-Unis, mais bon, ça va finir par arriver en France et en Europe, bien entendu. Mais par exemple, là encore, surtout avec le boom des IA génératives, il y a les géants de la tech, les Google, Amazon, Microsoft et plein d'autres, OpenAI, qui commencent à vouloir des réglementations plus flexibles,
plus souple sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec les données et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Parce que voilà, les limites, eux, ils estiment, après, c'est l'impact derrière, c'est sur la vie privée des utilisateurs hein, que qu'il peut y avoir des impacts, mais les groupes estiment qu'il y a des données qu'on n'exploite pas assez pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Et si on donne raison à ces groupes, à tort ou à raison, enfin, la phrase n'a pas de sens. Si on leur donne raison, ça peut faire bouger les législations dans un sens voilà un peu différents exemples d'impact et d'utilisation qu'on peut faire de l'IA dans la data. Merci Gaëtan. Si vous avez d'autres questions sur l'IA, pardon, n'hésitez pas à les poser également dans le chat ou dans l'onglet questions. Prochaine question, c'était aussi une question généraliste sur quelles sont les grandes tendances ou technologies émergentes à surveiller dans la data en tant qu'ingénieur d'affaires. Je ne sais pas qui veut prendre en premier la parole. Je veux bien commencer. Les tendances, on va dire à moyen long terme, ça va être de toute manière tout ce qui va incorporer de l'IA. C'est tout produit qui saura mettre de l'IA dedans. Après, à plus court terme, les tendances, je pense, bon, ouais, on va dire tout ce qui incorpore de l'IA. Ça va être la grosse tendance du moment. Alors après, côté Oracle, par exemple, l'IA, elle est incorporée dans la 23, mais côté client, je vois qu'il y a encore des réticences à migrer. De toute façon, toute migration comporte son lot de risques. Il faut passer de la 19 à la 23. Les clients, ils vont attendre jusqu'au dernier moment, je pense, pour migrer. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais le support, il s'arrête dans pas si longtemps que ça. Donc, je pense qu'ils vont devoir y passer. Donc, dans 2-3 ans, ils vont devoir tous s'y mettre. Donc, il y aura le côté IA et ce sera donc la tendance. Côté base de données Oracle, en tout cas. Et donc, pour voir plus large, hein, ça va être tout ce qui incorpore de l'IA. Merci Thierry. Est-ce que, Gaëtan, j'ai vu que tu avais décroché le Ouais, micro, ouais. tu veux peut-être Et ajouter effectivement, je pense qu'en tendance ou technologie, alors il y a deux aspects moi qui me viennent à l'esprit. En ce moment, on entend de plus en plus parler au sein des entreprises de notions de data mesh, de data products. Ça, c'est une tendance sur laquelle il faut avoir un regard, parce que c'est une mode, le terme est peut-être un peu fort, mais les entreprises aiment bien se mettre dans cette mouvance pour avoir des SI data et des datasets qui sont plus qualitatif, plus facilement consommable, qui apporte plus de valeur ajoutée au métier, on va le dire comme ça. Et tout ceci, ce qui va arriver à ce qu'on appelle l'agentic AI, ou les agents IA, c'est une surcouche qui vient par-dessus les IA génératives. Hein. C'est aujourd'hui, quand on pose des questions à des chat GPT, à des Gemini, on récolte de l'information et, entre guillemets, ça peut lancer déjà une très grosse valeur ajoutée. Hein. Mais par rapport à les agents IA, eux, c'est sur la base des réponses qu'ils fournissent, ils prennent des décisions. C'est dire à ChatGPT, OK, tu m'as fourni une information, tu peux prendre telle décision, mener telle action sur une base de données, sur un envoi de mail ou ce genre de choses. Et ça semble être une tendance des technologies qui vont prendre de l'ampleur aussi et qu'il faut. Alors, dans laquelle il va y avoir une mouvance de la part des entreprises, sûrement, et du coup, bah, si les entreprises s'y intéressent, de facto, les ingénieurs d'affaires, c'est quelque chose qui peut intéresser, on va le dire comme ça. carrément? Merci beaucoup Gaëtan. Est-ce que Sébastien ou Oussama, vous avez également d'autres tendances ou technologies selon vous qui pourraient émerger et qu'il faut surveiller surtout? Alors moi, ce que je peux rajouter, c'est vraiment cette philosophie de profil data un peu complet, qui peut faire un peu de tout, mais bien sûr avec de l'expérience, surtout dans le cloud, qui va pouvoir voilà, faire une migration, gérer la partie data engineering et aussi le dernier côté que j'ai pu citer, la partie FinOps, pour gérer tout ce qui est consommation la- de l'infrastructure cloud. Et c'est vraiment, on va dire, c'est des profils à viser. Et plus l'IA, l'IA, c'est vraiment un domaine qui est en tendance. Et, et voilà, c'est tout ce que je peux rajouter là-dessus. Merci Oussama. Et moi, je vais rajouter un truc. Donc, déjà, bonjour tout le monde. Après, il y a aussi toute la partie monitoring de la data. L'analyser, prédire les cyberattaques, enfin, tout ce qu'on peut. Enfin, voilà,
à gérer au niveau de la data, bah, la contrôler, la maîtriser et faire en sorte qu'on puisse détecter tout ce qu'on peut. Et puis pareil, il y a l'IA qui arrive, en puissance un peu partout. Merci beaucoup, pour vos éléments de réponse et on enchaîne aussi pas sur une grande tendance, ou technologie, mais plutôt sur, des soft skills du coup. Est-ce que, bah, selon vous, quels sont, les soft skills un petit peu qu'on peut retrouver le plus souvent, chez les meilleurs profils data, en tout cas que vous pouvez, rencontrer? Bien sûr, ça dépend aussi de votre point de vue, mais est-ce que vous avez, peut-être des soft skills qui ressortent, un petit peu du lot? Alors, moi, de mon côté, par rapport à d'autres, par exemple, par rapport à des devs, Java, je vois pas spécialement de soft skills, qui se dégagent. On va dire, c'est les mêmes profils partout, je pense. Je pense pas qu'il y ait une particularité côté data. Allez, un petit peu plus d'observation, vu que mais et encore, parce que faut être toujours observateur, hein, mais non, je vois pas de soft skill particulier de mon côté. Ouais, bah, moi, je rebondis sur cette partie observation. Il y a un côté curieux, c'est vrai, dans un profil data. Enfin, la personne curieuse qui est de la data, elle va avoir ce côté un peu proactif où elle va se poser des questions sur qu'est-ce qui se cache derrière la donnée, au sens, quel est le sens de la donnée. C'est vrai que c'est une soft skill qui a son petit plus quand il y a un profil data. Ouais, l'observation, hein, comme tu disais, Thierry. Effectivement, ça ajoute un petit quelque chose. OK, ça marche, merci beaucoup. Est-ce que, Sébastien ou Sama, vous êtes aussi OK, sur ce côté curieux, observation? Pour moi, oui, carrément, puis même, peut-être analyseur. Analyser cette donnée, savoir, alors comme on l'a observé, ben, essayer on va dire côté monitoring, essayer de prédire certaines choses. Donc on va analyser, on va essayer d'anticiper pas mal de choses. Ce côté curieux, ouais, rentre en jeu. C'est vrai que l'anticipation, c'est vu que ouais, sur la data, est-ce que tu un peu, faut prédire la donnée. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est un bon soft skill à avoir, savoir encore plus qu'ailleurs, savoir anticiper. Mais c'est ce que j'allais rajouter moi aussi. C'est un peu ce côté d'anticipation et la résolution de problèmes, pardon. C'est aussi un côté très intéressant parce que généralement dans la data, oui, les dashboards, les reports, la prédiction, c'est tout beau, mais, euh, mais les gens, ils ne connaissent pas derrière les problématiques qu'on vit au quotidien. Donc, c'est vraiment un soft skill à avoir. Merci beaucoup à tous les 4 et je crois qu'on va passer à, des questions, par thème maintenant, qui ont été, reportées et le premier thème, c'était le cloud, et avec une première question: comment s'appliquent les différents modèles de service cloud dans un contexte data? Alors, je vais prendre la main pour répondre à cette partie. Euh, déjà, généralement, tous les fournisseurs cloud, ils ont à peu près, on va dire, les mêmes couches, à peu près les mêmes fonctionnalités, que ça soit Amazon, Azure, ou même bien, par exemple, OVH, un fournisseur français qui est récemment entré en force aussi sur tout ce qui est data. Ils ont lancé il n'y a pas longtemps une plateforme data, une sorte de PAS, Platform as a Service, où tu peux vraiment faire toute la couche d'ingestion, de transformation, d'analyse et même prédiction sur la même plateforme. Désolé, hein, j'ai commencé par le tout milieu, mais voilà, c'est un truc que je voulais dire, c'est que voilà, OVH, ils sont un peu là-dessus aussi. Il y a aussi cette notion d'infrastructure as a service, IaaS, où vraiment la notion comme si tu louais, on va dire, une infrastructure chez un fournisseur. Et par la suite, l'idée, voilà, c'est de pouvoir, on va dire,
avoir plus de puissance, avoir plus de stockage et d'éviter tout ce qui est, gestion en local qui engendre plus de coûts, plus de maintenance, une perte de temps. Donc voilà, c'est l'idée des infrastructures as a service. Comme j'ai dit, le rôle dans un projet data, voilà, pour avoir plus de stockage, plus de puissance. Et, euh, et voilà. Et pour en rajouter un dernier, c'est plutôt software as a service. J'ai donné ici l'exemple dans un projet data, un exemple de visualisation et de dashboarding. Euh, je donne l'exemple avec Power BI. Tout le monde connaît Power BI, un service de Azure. Tableau, par exemple, Google Looker Studio, lui, a les mêmes fonctionnalités de Power BI et qui est plutôt chez GCP. Donc, voilà, c'est des différents philosophies, on va dire, et les différents clouds, ils ont à peu près les mêmes services. Merci beaucoup, Oussama. Et il y avait une question qui portait sur les différences entre les clouds et les différences autres que le prix. Alors, aussi, c'est une bonne question. Et j'avoue, j'ai trop galéré pour y répondre. Mais ce que je peux dire, si je ne parle pas du côté technique, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, les différents fournisseurs, ils ont à peu près les mêmes fonctionnalités en termes de stockage, en termes de base de données, en termes de IA. Euh, mais, euh, mais ce qu'il faut penser vraiment, c'est quel fournisseur est plus flexible euh, et qu'est-ce qui va, on va dire, il va donner plus de la valeur à nos données par rapport à plutôt à mon cas d'usage. Quand je parle un cas d'usage, je ne sais pas, je prends un client qui a envie de mettre en place toute une infrastructure, il faut vraiment trouver une infra qui va avec l'infra ou les outils qui sont actuellement présents chez le client. Et, euh, et voilà, comme j'ai dit, c'est plus trouver une sorte, un compromis entre flexibilité, puissance et coût. Super, merci beaucoup Oussama. Ensuite, on avait encore 2 questions, sur le thème cloud. On a, l'avant-dernière: quels sont les enjeux d'une migration de gros volumes de données vers le cloud, tant pour la conservation de la qualité et l'organisation de la donnée que la sécurisation de cette dernière? Alors là, je saurais bien répondre parce que déjà, mon projet actuel, ça fait partie des missions que j'ai actuellement. Euh, je migre une base de données, enfin des bases de données MySQL vers le cloud Azure. Et déjà, la première chose, c'est la volumétrie, bien gérer la volumétrie, savoir comment stocker les données. Est-ce que c'est un data lake? Est-ce que c'est un data warehouse? Est-ce que garder un serveur MySQL? Il faut vraiment faire tout un tas d'audits avant d'opter ou de faire la migration. Euh, c'est la phase la plus importante. Et par la suite, faire des tests. Donc, ce que je peux rajouter aussi, c'est garantir aussi la qualité de données et la fiabilité de données sans doublon, sans erreur, sans données manquantes, parce que généralement, comme la bande passante, on n'a pas on va dire, la puissance des données ou tous les données. Généralement, il y a des pertes, ce qui est tout à fait logique. Et il faut vraiment monitorer cette partie-là dans la phase de test pour savoir d'où ça vient. Parfois, il y a aussi des problèmes de schéma parce que voilà, tout ce qui était en local, ce qu'on appelle un promise, n'est pas adapté avec les solutions cloud. Donc, il y a toute une phase de monitoring à suivre. Euh, un troisième point très important aussi, c'est d'assurer cette communication entre tes serveurs locaux et le cloud, parce que c'est pas la même chose. Donc, faut s'assurer qu'il y a une sécurité réseau entre les deux parties
faut s'assurer déjà qu'il y a une bonne connexion pour éviter toutes sortes de latences entre les deux. Et par la suite, faut assurer que voilà, je peux ingester mes données en local vers mon serveur cloud sans souci. Donc, c'est toute une partie à préparer avant. Il y a aussi ce qui est très important dans le domaine où il y a des données sensibles, des données personnelles, c'est de savoir chiffrer les données, de choisir aussi les bonnes régions parce que les fournisseurs cloud te donnent cette possibilité de bien choisir, on va dire, les data centers. Il y en a un peu partout dans le monde. Par exemple, en France, il y en a deux. Euh, Moi, je parle de Azure. Il y en a un sur Paris et un sur Marseille. Donc, l'idée, c'est de bien choisir la zone géographique et, euh, et voilà, par la suite, de faire des traitements pour chiffrer les données un peu sensibles comme les numéros de téléphone, les noms, les adresses des clients, si tu en as des données sensibles. Et bien sûr, contrôler l'accès pour les données. Et, euh, et la dernière chose qui est plus intéressante aussi, c'est de savoir gérer les coûts. Et, euh, et voilà, c'est vraiment ce que je pense, les enjeux à citer pour une migration vers le cloud. Et la dernière question qui a été posée sur le thème du cloud, c'est quelles sont les véritables différences techniques entre les différents services proposés par Azure et GCP en termes de performance des outils? Sont-ils compatibles sur un même système d'information? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, Azure et GCP, ils ont à peu près les mêmes services, les mêmes fonctionnalités. Donc, c'est juste le nom qui change. Par exemple, Azure Data Factory, ça te permet de faire des transformations, c'est un ETL, ça te permet aussi de faire une migration. Databricks, c'est pour de l'analyse, c'est pour du traitement avec du Hadoop, donc c'est pour de la big data. BigQuery, c'est pareil, c'est pour du traitement aussi. Donc, c'est à peu près les mêmes fonctionnalités avec juste le nom qui change. Power BI pour de la visualisation et Looker qui est aussi pour de la visualisation. Donc, on peut voir que voilà, il y a les mêmes services, c'est juste le nom qui change. Euh, Par exemple, comme on va dire le point fort d'Azure par rapport à GCP, pour moi, c'est plus que c'est une intégration, on va dire, complète. Ça assure une certaine complétude avec Teams, Excel, avec les licences Microsoft qui existent déjà chez l'entreprise. Donc, il y a une certaine flexibilité là-dessus. Performance, pour être sincère, j'ai travaillé sur les deux. Je pense que les deux sont bien, même si GCP, il y a une certaine, on va dire, préférence pour tout ce qui est du data warehousing. Euh, c'est ultra rapide et c'est, on va dire, c'est bien pour de la big data. Euh, et la dernière question pour voir s'il y a une certaine compatibilité pour avoir les deux dans une même infrastructure. Oui, oui, c'est faisable. Mais à savoir, est-ce que c'est réellement le besoin? Oui, c'est bien d'avoir du cloud, c'est bien d'avoir du Azure, du GCP, mais est-ce que c'est réellement le besoin ou pas? C'est la question à se poser, mais oui, c'est tout à fait possible d'intégrer les deux clouds dans une seule infrastructure. Merci beaucoup, Oussama, d'avoir répondu, à toutes les questions, sur le cloud. Et si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à les poser directement dans l'onglet chat et nous allons passer à un nouveau thème qui concerne les bases de données avec une première question sur c'est quoi la différence entre base de données relationnelle et non relationnelle? Petite confidence, c'est cette question qui m'a donné envie de faire ce meet-up. On m'a posé, je crois que dans la même journée, on m'a posé 2 ou 3 fois cette question. Mais mine de rien, c'est assez intéressant à savoir. Parce que, alors, c'est quoi la différence entre les deux? Déjà, si on présente ce que c'est qu'une base de données relationnelle, déjà, vous voyez le mot relation. Donc, une base de données relationnelle, en gros, c'est un modèle de données avec des entités, on va dire que c'est des tables, hein, et ça va être les relations entre ces tables. Tout ça va être
intégrés dans un schéma. En gros, tous ces ensembles d'entités de relations vont être dans un schéma. Et après, il peut y avoir plusieurs schémas sur une base de données. Alors, ce modèle est un peu, comparé à ce qui existe maintenant, il est totalement rigide. C'est-à-dire, il faut créer, si on veut ajouter une nouvelle donnée, il faut créer une nouvelle colonne dans la table. Voilà, c'est un modèle qui est quand même assez vieux aussi, le modèle relationnel. Hein. Les premières bases relationnelles, c'est dans les années 70, je crois. C'est quand même assez vieux. Et du coup, on va passer à un modèle non relationnel, cette fois-ci, qui s'est développé surtout avec Big Data. Et là, on va avoir déjà différents types de structures. Alors oui, j'ai oublié de préciser sur le modèle relationnel, il y a des tables avec des lignes et des colonnes. C'est assez basique. Vous pouvez imaginer ça comme une feuille Excel, par exemple. Alors que les bases de données non relationnelles vont un peu différer. C'est-à-dire, on va avoir des documents, par exemple du JSON, hein, tout bêtement, des graphes de propriété. Par exemple, pour les graphes de propriété, vous pouvez voir ça comme vos relations sur LinkedIn, par exemple. Ça va donner les relations entre. Bon, il y a ce côté relationnel, mais on va dire, c'est fait un peu différemment quand même. Il y a tout ce qui est clé-valeur, ça va être par là où on a commencé avec les bases non relationnelles et les bases de données orientées colonnes. Alors, on va entrer un peu dans la technique, mais c'est beaucoup plus flexible, en tout cas, côté structurel. C'est-à-dire que s'il faut ajouter une nouvelle colonne, par exemple dans un JSON, suffit d'ajouter cette nouvelle propriété dans le JSON et c'est terminé. C'est beaucoup plus simple. Alors que, voilà, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il faut ajouter une nouvelle donnée dans une base de données relationnelle, il faut d'abord créer la colonne avant de pouvoir y mettre des données. Et après, ça peut être traité sur plusieurs serveurs à la fois, même si les bases de données relationnelles essayent de faire ça. Bon, je ne connais pas tous les SGBDR qui existent, mais côté Oracle en distribué, c'est pas trop ça encore. Merci beaucoup Thierry. La question, suivante est toujours en lien avec ça. Quand choisir du relationnel et du non relationnel? Et, comme je vous ai dit, donc les bases NoSQL, elles ont été développées avec Big Data principalement. Donc, et leur immense avantage, ça va être la performance. Vu que c'est du distribué, côté performance, ça n'a rien à voir avec des SGBDR classiques. L'avantage principal du SGBDR, du SGBD relationnel, ça va être la cohérence des données, vu qu'on va créer tout un ensemble d'éléments que je décrirai dans la question suivante, qui feront que les données sont cohérentes, alors qu'on peut se retrouver justement avec des incohérences dans une base NoSQL. Super, merci Thierry. Et justement, dans la question suivante, qu'est-ce qu'une clé primaire et une clé étrangère et comment sont-elles utilisées dans la conception d'une base de données? On va décrire ça avec des exemples. Hein. D'abord, qu'est-ce qu'une clé primaire? On va dire que c'est un élément, une colonne ou un ensemble de colonnes d'une table qui vont être uniques. Si je donne un exemple, hein, imaginez donc il y a une table qui contient toutes les informations sur vous. La clé primaire, ça va être votre numéro de sécurité sociale, en espérant quand même qu'il est assez unique. Mais c'est un numéro unique. Personne d'autre n'a le même numéro de sécurité sociale que vous. Un mauvais exemple de clé primaire, ce serait un nom, prénom et une date de naissance, parce que la probabilité est faible, mais elle existe que quelqu'un a votre même nom, votre même prénom et il soit né le même jour que vous. C'est possible. Donc là, une clé primaire ici, ça va être quelque chose d'assez unique comme le numéro de sécurité sociale. Qu'est-ce qu'une clé étrangère? La définition d'une clé étrangère, c'est un ensemble de colonnes d'une table qui est clé primaire dans une autre table. Et donc, si je vous donne un exemple, c'est par exemple, là, pour la première table, ça va être, pour la clé primaire, je vous ai parlé d'une base, d'une table qui contient toutes les personnes avec le numéro de sécurité sociale. Et on va dire que si vous avez fait un soin, là on va parler de la base Amélie par exemple, si vous avez fait un soin, eh ben, on va dire qui a eu quel soin et quel est le montant du remboursement. Et ben, si on référence
un numéro de sécurité sociale, là, le numéro de sécurité sociale va être une clé étrangère, car cette donnée est clé primaire dans la table des personnes. Et ici, il n'y a pas besoin d'unicité, vu que c'est une clé étrangère. Le but, c'est que faut qu'il y ait cette cohérence. Il faut que le numéro de sécurité sociale, il existe dans la première table. Ça va garantir la cohérence des données, cette clé étrangère. On ne peut pas ajouter, par exemple, si on met un numéro de sécurité sociale avec que des 1, ça m'étonnerait que ça existe. Si on met ça dans la table des soins, on va avoir une erreur qui va nous dire je ne connais pas ce numéro de sécurité sociale dans la table qui les référence, qui est donc la première table avec toutes les personnes. Super, merci beaucoup Thierry. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Vraiment, on est à dispo pour y répondre. Et on passe à la question suivante sur le thème des bases de données. Snowflake vs Oracle, différence, Databricks, etc. Quel est ton avis, Thierry? Alors, je connais pas beaucoup Snowflake, mais je me suis quand même un peu renseigné sur ce que c'est. Donc, Snowflake et Oracle sont des SGBD relationnels. Mais Snowflake, contrairement à Oracle, alors Snowflake n'est que sur du cloud, alors que Oracle, depuis pas si longtemps que ça, propose le OCI, donc le cloud, l'infrastructure cloud d'Oracle. Mais il y a aussi du on-prem, c'est-à-dire on a nos propres serveurs sur lesquels on installe la base. Ensuite, côté scalabilité, chez Snowflake, ça reste simple et rapide. Comme sur Oracle, hein, sur l'infrastructure cloud, je l'ai essayé, hein, donc on peut rapidement demander des ressources supplémentaires sans problème. Alors que sur du on-prem, bah, ça va dépendre Il y a deux types d'on-prem en plus, hein. Il y a vos propres serveurs à vous, où bah, là, c'est vous qui gérez votre machine comme vous voulez. Et en plus, il y a aussi Oracle qui propose son infrastructure physique Exadata. Et aussi, on peut monter, mais c'est très vertical. C'est-à-dire, on va demander à augmenter le nombre de CPU, le nombre de disques, la RAM, tout ça, mais ça peut très vite se chiffrer. Et je trouve qu'en plus, on atteint très vite les limites quand on fait de la scalabilité verticale, quand on augmente tout ça verticalement. Alors, quels sont les cas d'utilisation? Alors, Oracle est très spécifique sur les transactions. Et alors que Snowflake, c'est plus sur le côté stockage massif de données. Donc les deux sont relationnels. Les deux gèrent les données semi-structurées comme le JSON et le XML. Mais voilà, j'ai vu la liste, Snowflake en gère quand même plus qu'Oracle. Oracle, c'est JSON XML, mais Snowflake, il en gère d'autres. Et côté stockage, alors on a le mode colonne. Alors Snowflake a ce petit plus, on va dire, c'est un SGBDR plus parce qu'il est stocké en mode colonne. Alors je connais pas toutes les spécificités du stockage en mode colonne, mais en gros, faut se dire, c'est pour optimiser les performances. Ça permet d'être plus rapide pour retrouver les données. Alors qu'Oracle, c'est du vrai classique ligne colonne. Alors pourquoi je n'ai pas parlé de Databricks? Parce que Databricks en soi, alors de ce que j'ai lu, ce n'est pas spécifiquement une base de données. C'est un outil qui va permettre de récupérer les données et d'en faire de l'analyse. Alors j'ai quand même mis quelques spécificités, mais j'ai vu que ces deux bases de données, hein, Snowflake et Oracle, fonctionnent peuvent se plugger Databricks peut se plugger dessus. Donc il peut récupérer les données et en faire de l'analyse. Alors après, je ne sais plus si c'est toi ou Sama qui connaissait un peu Databricks. Si Oui, tu c'est peux en ça. dire. Ouais, tu peux en Bah, en dire fait, tu as quelques mots. tout à fait raison. Databricks, c'est pas du tout comme Snowflake ou Oracle. C'est pas du tout relationnel. C'est HDFS. C'est par fichier en fait. Et il peut se pencher directement sur du Snowflake ou du Oracle pour faire de l'analyse. Et comme j'ai cité tout à l'heure, c'est plus pour de la big data. Quand on a beaucoup de données et on aimerait, on va dire, plus de puissance, et c'est vraiment adapté là-dessus. Et c'est fait soit avec du SQL aussi, on peut faire du SQL, soit on peut faire du Spark ou du Python. Euh, Vraiment, on a beaucoup de choix là-dessus. C'est assez puissant pour de la big data. Merci beaucoup pour les précisions, Oussama.
Et je crois qu'on avait une dernière question, Thierry, dans ce thème, de base de données. La dernière était: Oracle est-il encore d'actualité ou en perte de vitesse face aux nouvelles stacks? Alors, pour moi, Oracle a eu pas mal de retard. Déjà, par rapport aux normes SQL, il a fallu attendre la version 23 pour qu'Oracle décide d'implémenter les nouveautés du langage SQL. Là-dessus, il avait du retard, mais la version 23 va marquer un tournant parce que déjà, comme je vous ai dit, Oracle est donc un SGBDR. Il y a ce côté ligne colonne, c'est très structuré, et ben justement Oracle passe de plus en plus, met beaucoup d'énergie à vouloir intégrer des données non structurées ou semi-structurées. Par exemple, Oracle intègre les graphes. On peut créer presque une base de données en JSON dans Oracle. Ensuite, ils ont mis le paquet sur l'AI. Il y a beaucoup de nouveautés avec l'AI. Il y a pas mal de nouveautés. La seule chose, je pense, qui peut bloquer, c'est le fait de devoir passer par leur cloud. Parce que on-premise, on ne va pas avoir accès à toutes les nouveautés. Par exemple, si on veut de l'AI, on est obligé de passer par le cloud. Et en plus, actuellement, c'est même limité à certaines locations. Par exemple, si on prend du cloud basé à Paris, on ne peut même pas utiliser l'AI générative. Donc, il y a quelques limites, mais je pense qu'Oracle est en train de bien rattraper son retard concernant. Même, je parle même pas des concurrents sur les SGBDR, mais des concurrents en général, même avec Big Data. Là, actuellement, sur le cloud, on peut traiter quand même des volumes de données assez importants. J'ai même vu leur infrastructure cloud pour faire de l'AI générative. C'est des dizaines de milliers de GPU pour traiter les données. C'est assez impressionnant. Leur infrastructure cloud est assez impressionnante. Et je pense que ça peut faire le poids. Mais voilà, il faut penser à passer à la 23. Avant ça, non, Oracle est en retard, clairement. Merci beaucoup Thierry, pour cet éclairage, sur Oracle. On va passer à un nouveau thème maintenant et le dernier thème de cette FAQ qui est le thème de Splunk. Tout le monde ne connaît pas Splunk, donc voilà, l'idée c'est aussi de voir un petit peu, ce que c'est, et du coup Sébastien est spécialisé, sur Splunk, donc il va nous en dire un petit peu plus, avec la première question qui est: quelles sont les différences entre Splunk, Datadogs et Dynatrace? Ah, j'avoue, cette question m'a donné un peu de fil à retordre et j'ai fait appel à des amis et même, ChatGPT pour avoir un peu toutes les réponses. Splunk sa grosse force, c'est, déjà de collecter l'ensemble des logs un peu à droite à gauche, d'être l'un des seuls outils, sur le SIEM, côté cybersécu. Datadog, bah, je le connais un petit peu vite fait, donc du coup, il peut faire du monitoring en temps réel, même si les 3 quarts du temps, on ne parlera pas de monitoring en temps réel parce qu'il y a du temps, pour aller récupérer les données ou autre. Hem et Dynatrace, lui, bah, il pourrait regrouper un petit peu les 2 de ce qu'on m'a dit, mais il est plus sexy au niveau de l'interface, c'est plus travaillé, enfin, c'est un peu plus détaillé. Mais je sais qu'il est en perte de puissance actuellement. Si on continue le détail sur, Splunk, hem, bah, déjà Splunk, sa grosse force aussi, c'est qu'il est en on-prem, mais il est aussi sur le cloud. Donc on peut avoir, son infrastructure, Splunk hébergée chez nous, directement, avoir toutes les briques de Splunk, qu'on gère nous-mêmes. Après ça va être un défaut parce qu'il faut faut faire les maintenances. Il faut mettre les dernières mises à jour assez rapidement. Là où le cloud nous permet, c'est géré par Splunk, c'est en SaaS. Alors il y a 2 types de cloud pour, Splunk, chez eux, c'est soit du AWS, soit du GCP, avec des particularités. Mais du coup, ben, quand, voilà, on doit faire des mises à jour, bah, du coup, c'est Splunk qui les propose. On a éventuellement des tests sur des nouveautés qu'on n'a pas en on-prem, où on attendra un peu plus tard pour que ça sorte. Datadog, lui, est complètement clone, ainsi que Dynatrace. Donc du coup, voilà, on ne peut pas l'avoir chez nous, on est obligé d'être, directement dans le clone.
Après, Splunk, il a toutes les logs, donc il est assez là-dedans, depuis très, très longtemps. Il a son langage propre à lui, donc qui est le SPL, donc Search Language Protocol, donc qui est propre à lui. Heu, Datadog, il a pas forcément de langage de ce qu'on m'a expliqué, on peut le requêter assez facilement. Et Dynatrace, c'est assez simple d'utilisation, donc pareil, pas son propre langage non plus, quoi. Heu, sur Splunk, on a pas mal, enfin, on a un gros catalogue de données qui nous permet d'intégrer pas mal de choses. C'est souvent manuel parce qu'en gros, soit on a des agents qui sont déployés et du coup, on va collecter les logs, on peut les collecter de différents endroits. Alors je reviendrai, un peu plus en détail, dans la question suivante. Datadog, lui, il a tout qui est prêt à l'emploi. On va chercher ces infos, dans le cloud et on redescend et voilà, ça arrive directement. Dynatrace, lui, il y a beaucoup de choses qui sont intégrées et son catalogue est moins impressionnant que les 2 autres, que ça soit Datadog ou Splunk. Heu, Après, on va parler d'un coût, de la partie coût de Splunk. C'est donc au le volume, ingéré, donc si on plus on consomme, plus on va payer malheureusement. Hem, Après, voilà, Splunk est conscient de certaines choses. Il y a aussi des coûts pas forcément qu'à l'ingestion. On a des applications dites premium comme ils le vendent, donc qui est Splunk Enterprise Security pour la partie cybersécurité. On a côté observabilité, corrélation, Splunk ITSI, donc celui-là aussi est une version on-prem, enfin premium, donc du coup payante en plus de la data. Et après côté Datadog de ce qu'on m'avait dit, soit c'est au métrique, soit c'est à la log, soit c'est au niveau du parc qu'on va avoir. Donc voilà, ça varie. Malheureusement, j'ai pas plus de détails, là-dessus. Et Dynatrace, du coup, c'est par, le nombre de serveurs qu'on peut avoir, quoi. Merci beaucoup Sébastien. Et si on reste un petit peu maintenant sur Splunk, il y avait une question sur les cas d'usage. Quels sont les cas d'usage où Splunk fait réellement la différence? Splunk, va faire la différence sur la corrélation de données. C'est son gros, gros, gros point fort. Pourquoi? Parce qu'en fait, Splunk va collecter l'ensemble des logs un peu partout. Heu, Tout bonnement, enfin chez un client, le but c'est d'anticiper, les différents problèmes qu'on peut avoir, hein, que ça soit cybersécu, prévenir les attaques, enfin essayer de les détecter, avant même que ça puisse arriver. Et du coup, Splunk, comme il collecte, soit des données, soit ouais, plein de data, on va dire. Pour faire simple, collecte plein de data à différents endroits, du coup, quand on veut faire une analyse et qu'on veut regarder, enfin qu'on veut essayer de détecter, du coup, il peut prendre la donnée d'un peu partout. Que ça soit, d'un serveur en Chine, d'un serveur en Paris ou autre, il a tout ça qui est stocké dans ses bases de données à lui qui sont remontées en permanence en temps réel, quoi. Merci beaucoup, Sébastien, et on avait une dernière question sur Splunk qui était: où Splunk prend ses données? Comme je disais, en fait, Splunk peut les prendre de partout. C'est l'un de ses gros points forts. Donc on peut lui mettre un agent, enfin, il peut avoir des agents, ce qu'on appelle des universal forwarders, donc ils sont connectés, au serveur, et là, on peut lui demander soit de récupérer des logs, soit de récupérer des sorties de scripts, soit d'exécuter des scripts et de récupérer donc sa sortie. On peut, le connecter à des bases de données, directement. Donc il peut se connecter à Oracle, SQL, à BigQuery, je ne sais pas Databricks, donc je reste là-dessus, enfin, bref dessus, mais voilà, big data, enfin pas big data, BigQuery pardon. On peut s'y connecter, on récupère, on joue la requête SQL, et du coup on a toutes les infos dessus. Hem
On peut récupérer les informations en provenance de Syslog, qui est un outil de communication, un protocole qui permet de récupérer les journaux. On peut récupérer depuis SC4S, donc qui est un petit add-on, proposé par Splunk, pour tout ce qui est syslog, mais côté réseau. Donc il va récupérer tout ce qu'on a besoin, il va les importer dans ses bases de données. On peut lui pousser des données via des tokens HEC. Donc en gros, c'est une clé qu'on lui donne et qui permet, à un script de pousser, tout l'ensemble des données depuis dans Splunk. Enfin voilà, ça peut arriver de différents endroits, de Splunk, on peut collecter partout. Merci beaucoup, Sébastien pour, cet éclairage sur Splunk. Si vous avez d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Je vois que Astrid est en train d'écrire, qui pose, justement, elle pose une question. Pouvez-vous réexpliquer la différence entre le métier de data analyst et de data scientist, s'il vous plaît? Je ne sais pas qui veut prendre, la main sur ce sujet. Je prendrai la main. Tout d'abord, déjà un data analyst, lui, il analyse les données, on va dire, via des outils. Il fait il développe plutôt des visuels, euh, des dashboards pour visualiser la donnée, rien de plus. La donnée est déjà préparée. Donc, le data analyst, il est juste là pour développer des visuels. Par contre, le data scientist, il est là, on va dire, il récupère la donnée, il prépare un peu la donnée, on va dire, une sorte de nettoyer la donnée. Il peut aussi rajouter quelques données pour avoir, on va dire, une sorte de base un peu complète pour qu'il puisse développer des algorithmes prédictifs, soit on va dire, pour prédire des problèmes ou même si je donne un exemple. On veut prédire les fraudes bancaires. Bah, il récupère la donnée, il fait du nettoyage, de la préparation, et par la suite, il développe un script pour que l'algorithme s'entraîne sur les données qu'il a, pour qu'il puisse prédire la fraude en se basant sur des nouvelles données. Donc, c'est un peu ça l'idée et la différence entre les deux métiers. Donc, le data scientist, il est plus dans la prédiction. Merci beaucoup, ça va. Ah, Et Astrid de te rien. remercie également.